Le tour du monde en 80 jours. Lorsque Phileas Fogg fait le pari d'effectuer le tour du monde en 80 jours, il ne se doute guère des incroyables aventures qui l'attendent au cours de son fabuleux périple. Mais écoutons comment tout cela a commencé. Phileas Fogg habite une maison à Londres, au 7 de la rue Savile Row. Mais pourquoi ne la quitte-t-il que pour se rendre au Reform Club dont il est un membre éminent? Tout le monde l'ignore, car cet homme est le plus énigmatique des Anglais. Tout ce que l'on sait de lui, c'est qu'il est l'un des plus beaux gentlemen de la haute société et qu'il n'a ni femme, ni enfant, ni parents, ni amis. Est-il riche? Certainement. Mais on ignore comment il a fait fortune. A-t-il voyagé? Probablement, car personne mieux que lui ne connaît la carte du monde. Ses seuls passe-temps, lire les journaux et jouer au whist. Un domestique suffit à le servir, car il déjeune et dîne à son club chaque jour aux mêmes heures et à la même table, puis rentre à minuit. Si son serviteur n'a qu'un travail réduit, Phileas Fogg exige néanmoins de lui une ponctualité et une régularité extraordinaires. Hélas, le 2 octobre au matin, son domestique commet une erreur que son maître lui fait calmement remarquer. « James, vous m'avez apporté pour ma barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86, comme il le fallait. » Et le domestique est aussitôt congédié. Contrairement aux autres jours où ce gentleman quitte sa maison à 11h30 précise pour se rendre à son club, aujourd'hui, Phileas Fogg attend un nouveau serviteur. Soudain, on frappe à la porte. Un garçon âgé d'une trentaine d'années s'avance. Phileas Fogg lui demande « Vous êtes français et vous vous nommez John ?» Le jeune homme précise aussitôt « Jean, monsieur. Jean Passepartout. Ce surnom m'est resté car je sais bien me débrouiller. Je crois être un honnête garçon, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai quitté la France il y a 5 ans et je suis en Angleterre où je voudrais avoir une vie de famille. J'étais sans travail et je viens d'apprendre que vous êtes l'homme le plus exact et le plus sédentaire du pays. Je me présente donc chez vous avec l'espoir d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passepartout. Passepartout me convient. Vous m'êtes recommandé et j'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions? Oui, monsieur. Bien. Quelle heure avez-vous? 11h25, monsieur. Vous retardez de 4 minutes. Ne l'oubliez pas, c'est important. Donc, à partir de ce moment, 11h29 du matin, ce mercredi 2 octobre 1872, vous êtes à mon service. Cette précision apportée, Phileas Fogg se rend à son club sans dire un mot de plus, laissant Passepartout seul dans la maison. Le domestique commence alors aussitôt son inspection, puis monte à sa chambre. Là, à côté du réveil, il remarque une notice. C'est le programme du service quotidien minute par minute. Passepartout se frotte les mains et répète joyeusement « Cela me va. Nous nous entendrons parfaitement, monsieur Fogg et moi. Un homme casanier et régulier, une véritable mécanique. Eh bien, je ne suis pas fâché de servir une mécanique. » En sortant de chez lui, Phileas Fogg a, comme tous les jours, placé 575 fois son pied droit devant son pied gauche et 576 fois son pied gauche devant son pied droit. Le voici arrivé au Reform Club et, sans un mot, il s'installe à sa table pour déjeuner. À 12h47, il lit tous les journaux, de la première ligne à la dernière. Plus tard, vient l'heure du dîner et enfin son rendez-vous avec 5 autres membres du club, tous joueurs enragés de whist et fidèles partenaires. Mais ce soir, en commençant la partie, ils parlent tous de la même chose. On a volé 55 000 livres à la Banque d'Angleterre. L'un d'eux demande à un banquier présent. « Eh bien, Ralph, où en est cette affaire de vol? J'espère que nous mettrons la main sur le voleur. Des policiers ont été envoyés dans tous les grands ports d'Europe et d'Amérique. Nous avons son signalement, et il n'y a plus un seul pays dans lequel il puisse se réfugier. » Mais un autre joueur réplique. « Oh, vous savez, la terre est assez vaste. » À ces mots, Phileas Fogg lance à voix basse. Elle l'était, autrefois. Intrigué, le 5e joueur s'exclame. « Comment autrefois? Est-ce que la terre a diminué par hasard ?» Tout en jouant une carte, le banquier précise. « Sans doute. Je suis de l'avis de Monsieur Fogg.
La Terre a diminué puisqu'on la parcourt maintenant 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Ainsi, aujourd'hui, on fait le tour du monde en 3 mois. Le plus calmement du monde, Phileas Fogg rectifie. En 80 jours seulement. Regardez, tout est indiqué dans le journal. Le banquier reconnaît tout de suite. C'est vrai en théorie, messieurs. Mais c'est sans compter le mauvais temps, les vents contraires, les naufrages, les déraillements. Les autres joueurs approuvent les propos du banquier, mais Phileas Fogg confirme sans sourciller. Dans la pratique aussi, c'est possible. Agacé devant tant d'obstination, l'un des joueurs le met au défi. Nous sommes prêts à parier 4000 livres chacun qu'un tel voyage est impossible. Pour faire le tour du monde en si peu de temps, il faut sauter du bateau dans le train et du train dans le bateau. Eh bien, je sauterai, messieurs. Je relève le défi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 2 octobre. Le train de Douvres part à 20h45. Je le prendrai. Vous êtes 5. Je vous laisse donc un chèque de 20 000 livres. Je reviendrai dans cette même salle du Reform Club le samedi 21 décembre à 8h45 du soir. Faute de quoi, vous pourrez aller à la banque prendre l'argent. Êtes-vous d'accord ? Abasourdi de cette détermination, ses partenaires s'exclament. Oui, tout à fait, monsieur Fogg. Le gentleman n'a certainement pas parié pour gagner. S'il a engagé la moitié de sa fortune, c'est parce qu'il sait qu'il aura besoin de l'autre moitié pour mener à bien ce difficile, pour ne pas dire impossible projet. Et c'est exceptionnellement qu'il rentre chez lui à 7h50 du soir. Passepartout, qui a consciencieusement étudié son programme, est très surpris de le voir si tôt. D'une voix posée, le gentleman lui annonce « Nous partons dans 10 minutes pour la France. » Passepartout n'en croit pas ses oreilles. « Monsieur se déplace ?» « Oui, nous allons faire le tour du monde. » Le domestique n'en revient pas. A-t-il affaire à un fou ? Tout en préparant son sac, il lâche en colère. « Ah, eh bien, elle est forte celle-là. Et moi qui voulais rester tranquille. » À 8h, tout est prêt. Phileas Fogg glisse une grosse liasse de billets dans le sac de Passepartout et lui recommande « Prenez-en soin. Il y a 20 000 livres dedans. » À ces mots, le sac manque échapper des mains du Français. Sur le quai de la gare, Phileas Fogg aperçoit ses 5 partenaires du Reform Club. « Messieurs, je pars. Et les divers visas apposés sur mon passeport vous permettront au retour de contrôler mon itinéraire. » Le train roule dans la nuit noire. Phileas Fogg ne parle pas, et Passepartout, encore stupéfait, presse contre lui le sac plein d'argent. En quittant Londres, le gentleman ne se doute guère du grand retentissement qui a provoqué son départ. La nouvelle du pari s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'Angleterre, et chacun se met à parier. Mais un jour, la police reçoit ce télégramme. « J'ai trouvé le voleur de la Banque d'Angleterre. Il se nomme Phileas Fogg. Envoyé sans retard, mandat d'arrestation à Bombay, Inde anglaise. Signé Fix, détective. » L'effet de cette dépêche est immédiat. Tous les Anglais qui croyaient voir en Phileas Fogg un gentleman audacieux pensent maintenant avoir affaire à un voleur. D'ailleurs, son côté mystérieux et son départ subit sont là pour le confirmer. Mais essayons de comprendre pourquoi cette dépêche a été télégraphiée à Londres. Le mercredi 9 octobre, le paquebot Mongolia, qui vient d'Italie, fait une halte à Suez, en Égypte. Sur le quai, un homme attend. Il est petit, maigre, avec une figure assez intelligente. C'est Fix, un des policiers anglais envoyés dans les différents ports étrangers à la recherche du voleur de la Banque d'Angleterre. Tandis qu'il examine tous les voyageurs qui descendent du bateau, il est accosté par Passepartout qui lui demande où se trouve le consulat anglais, car il doit faire viser le passeport de son maître. Instinctivement, Fix jette un coup d'œil sur le passeport et en lit le signalement. Il est identique à celui du voleur. Aussitôt, le détective annonce à Passepartout. « Il faut que votre maître se présente en personne au bureau du consulat afin d'établir son identité. » Tandis que Passepartout retourne à bord du Mongolia prévenir son maître, Fix se précipite au consulat pour convaincre les fonctionnaires de retenir Phileas Fogg. Seulement voilà, sans mandat d'arrestation, le consul ne peut rien faire. Et lorsque le gentleman et Passepartout se présentent,
il appose son cachet sur le visa, puis laisse partir les voyageurs. Fix est déçu, mais il ne se décourage pas pour autant. Il décide de s'embarquer à son tour sur le Mongolia, direction l'Inde. Et avant de partir, il télégraphie donc à Londres la fameuse dépêche. Une fois retourné dans sa cabine, Phileas Fogg inscrit soigneusement sur son carnet les horaires de son voyage, les pertes et les gains de temps. Quant à Passepartout, il vient de rencontrer le détective et discute avec lui. Fix en profite pour le cuisiner. Mais où donc va votre maître? Toujours devant lui. Il fait le tour du monde en 80 jours. À Paris, dit-il. Mais je n'en crois rien. Ce voyage cache autre chose. Sans rien laisser paraître, le détective poursuit. Il est donc riche? Évidemment. Il a avec lui une jolie somme. Et il n'épargne pas l'argent en route. Tenez, il a promis une prime magnifique aux mécaniciens du Mongolia si nous arrivions à Bombay avec une belle avance. À ces mots, Fix est sûr de tenir son homme. La traversée de la mer Rouge est houleuse. Le Mongolia tangue et la plupart des passagers sont malades, excepté Phileas Fogg, qui, comme si de rien n'était, prend ses repas aux heures habituelles. Enfin, le dimanche 20 octobre, à 4h30 de l'après-midi, et avec 2 jours d'avance, les passagers posent le pied sur le sol indien. Aussitôt, Fix court chez le directeur de la police, mais le mandat d'arrestation n'est pas encore arrivé. Il n'a donc plus qu'une chose à faire, attendre et suivre pas à pas son voleur. Sur le quai, Phileas Fogg donne à Passepartout une liste de courses à faire et lui recommande expressément de se trouver avant 8 heures à la gare, puis, de son pas régulier, il se dirige vers le bureau des passeports. Passepartout commence à se demander si ce pari n'est pas vraiment sérieux et si la fatalité ne va pas l'entraîner, lui qui voulait vivre en repos, à accomplir le tour du monde en 80 jours. En passant devant un temple, Passepartout a la malencontreuse idée d'en visiter l'intérieur avec ses chaussures. Hélas, en Inde, c'est formellement interdit. Aussitôt, 3 prêtres furieux se précipitent sur lui, arrachent ses souliers et ses chaussettes et commencent à le rouer de coups. Le Français réussit à s'enfuir, mais il arrive 5 minutes avant le départ du train, pieds nus et sans avoir fait la moindre course. Tout en prenant place dans un wagon, Phileas Fogg écoute le récit de son domestique, puis il lui répond simplement « J'espère que cela ne vous arrivera plus. » Fix, lui, s'est discrètement posté sur le quai. Il n'a pas lâché d'un pouce le gentleman, et en entendant la mésaventure de Passepartout, il murmure entre ses dents. « Bien, je reste ici. Ce garçon vient de commettre un délit sur le territoire indien. Je tiens mon homme. » Soudain, la locomotive lance un vigoureux sifflet, et le train disparaît dans la nuit. Maintenant que le train file à toute vapeur à travers l'Inde, Passepartout croit à la réalité du pari et s'inquiète du moindre retard. Hélas, le 22 octobre au matin, le train s'arrête au milieu d'une clairière, faute de rails. En effet, les travaux du chemin de fer s'arrêtent là. Alors que Phileas Fogg s'apprête à rejoindre la gare suivante à pied, Passepartout lui annonce « Monsieur, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. »« Lequel ?»« Un éléphant. Il appartient à un Indien logé à 100 pas d'ici. » D'un pas assuré, Phileas Fogg suit son domestique et achète l'animal à prix d'or, puis engage un guide. Sur le dos de l'éléphant, le gentleman et son domestique traversent des forêts sans rencontrer le moindre accident. Mais l'après-midi du 2e jour, l'éléphant donne quelques signes d'inquiétude et s'arrête. On entend un murmure confus. Le guide attache alors l'animal à un arbre et s'enfonce dans la forêt. Quelques minutes plus tard, il revient en disant « Évitons d'être vus ». Le guide recommande aussitôt à Phileas Fogg et à Passepartout de ne pas mettre pied à terre. Le bruit discordant des voix et des instruments se rapproche. Ils aperçoivent bientôt une curieuse procession d'hommes, de femmes et d'enfants qui chantent un hymne funèbre. Derrière eux, apparaît sur un char une statue hideuse. Elle a 4 bras, son corps est colorié de rouge, ses yeux sont hagards, ses lèvres noires.
Autour d'elle, des hommes dansent, puis quelques prêtres dans des costumes somptueux traînent une belle jeune femme couverte de bijoux. Enfin, des gardes armés ferment la procession en portant la dépouille d'un vieillard. Devant l'air interrogateur de ces voyageurs, le guide leur chuchote. C'est un sacrifice humain. Cette femme que vous venez de voir sera brûlée demain aux premières heures du jour. Passepartout est indigné. Oh, la malheureuse! Plus mesuré, Phileas Fogg demande au guide. Et ce cadavre? C'est celui du prince, son mari. Dans cette région, la coutume est de brûler les morts. Et si le mort est marié, son épouse doit elle aussi être brûlée. Surpris du calme de la jeune femme, Phileas Fogg s'étonne. Mais elle semble se laisser faire. C'est parce qu'on l'a obligée à fumer de l'opium. Elle n'est pas dans son état normal. Elle va passer la nuit dans un temple en attendant l'heure du sacrifice qui aura lieu à l'aube. Avec le plus grand sang-froid, Phileas Fogg annonce. Si nous sauvions cette femme, j'ai encore 12 heures d'avance. Je peux les consacrer à cela. Passepartout est exalté. Lui qui croyait que son maître n'avait pas de cœur, le voilà prêt à risquer sa vie. Le guide donne rapidement des détails sur la jeune femme. C'est une indienne d'une beauté célèbre, fille de riches négociants de Bombay. Elle se nomme Aouda, mais une fois orpheline, elle a été obligée d'épouser ce prince et la voilà condamnée à être brûlée. Bien décidés à la sauver, les trois hommes suivent la foule jusqu'au bûcher. On couche la jeune femme près du corps de son mari, puis on enflamme le bois. Soudain, la foule pousse un cri de terreur. Voilà le mort qui se redresse, prend la jeune femme dans ses bras et descend du bûcher. Puis, se précipitant vers Phileas Fogg, il lance d'une voix brève. « Filons !» C'est Passepartout. Il a profité des derniers moments d'obscurité pour se glisser sous le bûcher et arracher la jeune femme à la mort. À dos d'éléphant, ils disparaissent tous dans les bois, évitant de justesse les flèches de la foule en colère. Avec quelques minutes d'avance, le guide dépose ses trois voyageurs à la gare pour rejoindre Calcutta. Avant de monter dans le train, Phileas Fogg s'avance vers lui pour le remercier. « J'ai payé ton service, mais non ton dévouement. Veux-tu cet éléphant? Il est à toi. » À ces mots, les yeux du guide se mettent à briller. « C'est une fortune que votre honneur me donne. » Dans le compartiment, la jeune femme revient à elle lentement. Quel n'est pas son étonnement de se trouver dans un train et avec des voyageurs qui lui sont totalement inconnus. Après avoir écouté leur récit, elle les remercie de tout son cœur, mais s'inquiète du sort qui l'attend si elle reste sur le territoire indien. Phileas Fogg lui propose alors de la conduire à Hong Kong, en Chine, où elle a un parent. Comme l'a prévu Phileas Fogg, le train arrive enfin à Calcutta le 25 octobre à 7 heures du matin. 23 jours après avoir quitté Londres, il n'a donc ni retard ni avance. Le gentleman s'apprête à quitter la gare pour rejoindre le paquebot de Hong Kong quand un policier s'avance. « Monsieur Phileas Fogg ?»« C'est moi. » En voyant Passepartout, le policier ajoute. « Cet homme est votre domestique ?»« Oui. » »« Veuillez me suivre tous les deux. Vous êtes attendus au tribunal. » Passepartout est sur le point de protester, mais son maître lui fait signe d'obéir. Le gentleman demande juste si la jeune femme peut les accompagner, ce que le policier accepte aussitôt. Ne parvenant pas à cacher son émotion, la jeune femme chuchote à Phileas Fogg. « Monsieur, il faut m'abandonner. C'est pour moi que vous êtes poursuivi. C'est pour m'avoir sauvé. » Impassible, le gentleman lui répond qu'il la conduira comme prévu à Hong Kong. Arrivés au tribunal, les voyageurs aperçoivent trois prêtres. Le juge prend alors la parole. « Messieurs, ces prêtres vous accusent d'avoir commis un sacrilège en violant un temple. » Tout en consultant sa montre, Phileas Fogg déclare. « Oui, monsieur, j'avoue. Mais j'attends qu'ils avouent à leur tour ce qu'ils voulaient faire à la pagode. » Très en colère, Passepartout s'écrie aussitôt. « Ils voulaient brûler leurs victimes !» Les prêtres sont stupéfaits et le juge, très étonné, demande. « Quelle victime? Brûler qui? En pleine ville de Bombay ?» À son tour intrigué, Passepartout réplique au juge. « Bombay !
Mais oui, bien sûr, dans la grande pagode de Bombay. Et voici les souliers du profanateur. En voyant les chaussures posées sur le bureau, Passepartout comprend tout de suite à quel incident le juge fait allusion. Son maître et lui l'avaient tout simplement oublié. Mais le juge poursuit. Puisque les faits sont avoués, je condamne le dit Passepartout à 15 jours de prison. Et, attendu que le maître est tenu responsable des faits et gestes de son serviteur, je condamne le dit Phileas Fogg à 8 jours de prison. Dans un coin de la salle, Fix, qui a tout manigancé, jubile de plaisir, car à Calcutta, comme à Bombay et comme à Suez, le mandat d'arrestation n'est toujours pas arrivé. Mais à sa grande déception, Phileas Fogg verse une caution et obtient ainsi sa liberté. Passepartout récupère ses chaussures et suit son maître, accompagné de la jeune femme, sur le bateau en partance pour la Chine. Fix, lui, décide de continuer à les suivre. En effet, s'il trouve le mandat d'arrestation à Hong Kong, il pourra encore arrêter Phileas Fogg puisque cette ville appartient au royaume d'Angleterre. Ensuite, ils seront en pays étranger et l'arrestation deviendra sinon impossible, du moins très difficile. Passepartout, lui, est très étonné de retrouver Fix sur le bateau. Il se met à réfléchir sur le singulier hasard qui le met de nouveau sur leur route. Soudain, il a une idée. Ce détective ne peut être qu'un agent lancé sur les traces de son maître par ses collègues du Reform Club, voulant vérifier qu'il fait bien le tour du monde. Mais Passepartout décide de ne rien lui dire pour ne pas l'offenser. Au cours de la traversée, le Français croise Fix sur le pont. L'occasion lui est alors donnée de s'amuser un peu avec les nerfs du détective. Voyons, monsieur Fix, est-ce qu'une fois arrivé à Hong Kong, nous aurons le malheur de vous y laisser? Soudain très embarrassé, le détective répond: Mais je ne sais, peut-être que... Ah, si vous nous accompagniez, ce serait un bonheur pour moi. Vous n'alliez qu'à Bombay et nous voici bientôt en Chine. L'Amérique n'est pas loin, et de l'Amérique à l'Europe, il n'y a qu'un pas. La conversation terminée, Fix regagne sa cabine, inquiet. Passepartout sait maintenant qui il est, et sans doute va-t-il prévenir son maître. Le détective se promet alors de tout dire prochainement aux Français. Pendant les derniers jours de la traversée, une forte tempête ralentit l'allure du paquebot, ce qui fait la joie de Fix, malgré son mal de mer. Passepartout, en revanche, est furieux. Il compte les jours et les heures. Comme à son habitude, Phileas Fogg reste impassible. L'itinéraire de Phileas Fogg portait l'arrivée du paquebot à Hong Kong au 5 novembre. Or, avec la mauvaise mer, il n'accoste que le 6. Il a donc 24 heures de retard et le départ pour Yokohama sera certainement manqué. La chance, cependant, sourit au gentleman. Le bateau pour le Japon a été retenu pour des réparations et il ne prendra la mer que le lendemain. Phileas Fogg a donc le temps de partir à la recherche du parent de la jeune Aouda. Hélas, l'homme, paraît-il, est parti depuis peu vivre en Hollande. Déçue, la jeune femme demande au gentleman: « Que dois-je faire, monsieur Fogg ?»« C'est très simple. Revenir en Europe. »« Mais je ne puis abuser. »« Vous n'abusez pas. Et votre présence ne gêne en rien mon programme. » Puis se tournant vers Passepartout, il dit: « Allez au Carnatic et retenez 3 cabines. » Sur le quai d'embarquement, Passepartout rencontre le détective et devant son air sombre, il lui lance en plaisantant: « Eh bien, monsieur Fix, êtes-vous décidé à venir avec nous jusqu'en Amérique ?» Les dents serrées, Fix lui répond que oui. Passepartout éclate alors de rire et ajoute: « Allons donc. Je savais bien que vous ne pourriez pas vous séparer de nous. Venez retenir votre cabine, je dois justement réserver au bureau des transports maritimes. » Dès leur arrivée, l'employé leur annonce que les réparations du Carnatic sont finies et que le bateau partira donc ce soir même à 8 heures. Enchanté de la nouvelle, Passepartout s'écrie: « Très bien, cela arrangera mon maître, je vais le prévenir. » Fix, lui, est en colère. Le mandat d'arrestation n'est toujours pas arrivé et Hong Kong est le dernier port anglais.
Il doit à tout prix retenir Phileas Fogg dans cette ville. C'est donc le moment de tout révéler à Passepartout en l'invitant à se rafraîchir dans une taverne. Autour de petites tables, quelques consommateurs boivent de grands verres de bière tout en fumant de longues pipes de terre rouge bourrées de boulettes d'opium. Au fond de la pièce, d'autres clients, ivres d'alcool et de fumée, dorment sur des lits. Après plusieurs verres de Porto, Passepartout se lève pour aller prévenir son maître quand Fix le retient. J'ai à vous parler de choses sérieuses. Il s'agit de votre maître. Vous avez deviné qui je suis. Parbleu! Mais laissez-moi vous dire que ces messieurs de Londres perdent leur temps. Étonné d'une telle réponse, le détective s'exclame. Perdent leur temps? On voit bien que vous ne connaissez pas l'importance de la somme. Mais si je la connais, 20 000 livres. 55 000. Passepartout bondit de sa chaise. Quoi? Monsieur Fogg aurait osé? Eh bien, raison de plus pour ne pas perdre un instant. Fix force alors le jeune Français à se rasseoir et lui précise. Si je réussis, je gagne une prime de 2000 livres. En voulez-vous 500 à condition de m'aider? De vous aider? Oui. M'aider à retenir Monsieur Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. Très en colère, Passepartout réplique aussitôt. Hein? Non content de faire suivre mon maître, de suspecter sa loyauté, ces messieurs du Reform Club veulent encore lui créer des obstacles? J'ai honte pour eux. Fix ne comprend plus rien. Il lance d'une voix sèche. Quels messieurs du Reform Club? Mais qui croyez-vous donc que je suis? Je suis inspecteur de police. Votre maître a volé 55 000 livres à la Banque d'Angleterre. Toute la police est à sa recherche. Passepartout reste sans voix. Il ne veut pas croire à la culpabilité de son maître. Le détective lui propose une dernière fois. Empêchez Monsieur Fogg de quitter Hong Kong. Passepartout essaie de se lever, mais l'alcool commence à faire son effet. En s'affalant sur sa chaise, il balbutie un peu ivre. Jamais. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai, mais mon maître est bon et généreux. Je ne trahirai jamais. Fix, comprenant qu'il ne réussira pas à compter sur l'aide de Passepartout, décide de l'affaiblir davantage. Il y a sur la table quelques pipes pleines d'opium. Le détective en glisse une dans la main du Français qui la porte à ses lèvres. Il en respire quelques bouffées et tombe dans un profond sommeil. Esquissant un sourire, Fix murmure. Maintenant j'ai gagné. Phileas Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatic. Puis il sort, après avoir payé l'addition. Le lendemain matin, lorsque Phileas Fogg et la jeune Aouda arrivent sur le quai, ils n'y trouvent bien sûr ni paquebot ni Passepartout. En revanche, Fix est là et annonce au gentleman qu'il a lui aussi manqué le bateau. Impassible, Phileas Fogg réussit à trouver une goélette qui les conduira tous les trois à Shanghai. Et comme le bateau pour San Francisco passe par là avant de se rendre à Yokohama le 11 novembre, il pourra essayer de l'attraper. Toutefois, la goélette a essuyé une telle tempête qu'elle rejoint de justesse le paquebot américain à Shanghai. Mais revenons au Carnatic. Ses réparations terminées, il quitte Hong Kong comme prévu le 7 novembre à 6h30 du soir. Le lendemain matin, un homme hébété et à la démarche branlante erre sur le pont. C'est Passepartout. Voici comment il s'est retrouvé à bord. Quand Fix a quitté la taverne, deux garçons ont enlevé Passepartout profondément endormi et l'ont couché sur le lit réservé aux fumeurs. 3 heures plus tard, il sortait de la taverne en titubant et en criant sans cesse. « Le Carnatic! Le Carnatic !» Le paquebot larguait les amarres quand les matelots ont vu Passepartout monter à bord en chancelant, puis s'effondrer sur le pont. Voilà donc pourquoi, ce matin-là, il se retrouve sur le Carnatic, respirant à plein poumon les fraîches brises de la mer. Et c'est encore un peu étourdi qu'il part à la recherche de son maître et d'Aouda. Hélas,
il apprend que ni lui ni la jeune femme ne figurent sur la liste des passagers. Il se souvient de tout. C'est de ma faute si mon maître a raté le Carnatic. Je comprends maintenant. C'est ce Fix qui m'a enivré. Et me voici en route vers le Japon sans un shilling. Le 13 novembre au matin, le Carnatic entre dans le port de Yokohama. Le pied à peine posé à terre, Passepartout tente de se faire embaucher comme domestique sur les bateaux en partance pour l'Amérique. En effet, d'après l'itinéraire, son maître doit passer à San Francisco. Hélas, il n'essuie que des refus. Mais sur le port, un cirque s'est installé et le directeur accepte de l'engager comme clown. Cependant, à la première représentation, il fait un faux mouvement et tombe aux pieds d'un spectateur en s'écriant « Oh, mon maître! Mon maître !» Phileas Fogg lui réplique aussitôt « Eh bien, mon garçon, au paquebot !» Souvenez-vous, Phileas Fogg et la jeune Aouda ont embarqué sur le paquebot pour San Francisco et ont fait comme prévu une halte à Yokohama. Et c'est ainsi qu'ils sont enfin réunis tous les trois sur le même bateau, direction San Francisco. D'après les calculs de Phileas Fogg, ils y seront le 3 décembre, atteindront New York le 11 et arriveront le 20 à Londres, devançant ainsi de quelques heures la date fatale du 21 décembre. Après quelques jours de traversée, Passepartout se retrouve encore nez à nez avec Fix. Il se jette aussitôt sur lui. Dans un sale état, le détective se relève enfin et lance froidement. « À présent, écoutez-moi. Tant que M. Fogg était sur les territoires anglais, j'avais intérêt à le retenir en attendant un mandat d'arrestation. Maintenant, si votre maître veut rentrer en Angleterre, je l'y suivrai. Et c'est là-bas que vous saurez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. » Après avoir écouté attentivement, Passepartout déclare « À la moindre trahison, je vous tords le cou. » Le voyage se poursuit sans aucun incident, et le 3 décembre, à 7 h du matin, le paquebot entre dans le port de San Francisco. Le train pour New York ne part, lui, que vers le soir, à 6 h. Les premiers jours du voyage se passent sans incident, mais le 7 décembre, une centaine de Sioux attaquent et détruisent sauvagement le train. Phileas Fogg a maintenant un retard de 20 heures. Le gentleman ne se laisse pas émouvoir pour autant et monte avec ses compagnons de voyage sur un traîneau à voile qui les mène à New York. Hélas, quand ils arrivent au port, le bateau pour Liverpool en Angleterre est parti depuis 45 minutes. Sans se décourager, Phileas Fogg emprunte vite un bateau de marchandises et débarque avec ses compagnons à 12h05 le 21 décembre à Liverpool. Désormais, le gentleman n'est plus qu'à 6 heures de Londres. Soudain, en marchant sur le quai, Phileas Fogg sent une main sur son épaule. C'est celle de Fix qui lui présente aussitôt un mandat. « Au nom de la reine, je vous arrête !» Le gentleman est alors jeté en prison et surtout bel et bien ruiné à quelques heures du but. Mais soudain, à 2h33, des bruits résonnent. Passepartout arrive en courant avec Fix. Essoufflé, le détective balbutie. « Monsieur, pardon, une ressemblance déplorable. Le voleur est arrêté depuis 3 jours. Vous êtes libre. » Le gentleman s'approche alors du détective et, avec une précision d'automate, lui envoie 2 coups de poing dans la figure. Phileas Fogg, Aouda et Passepartout se jettent dans une voiture et arrivent à la gare de Liverpool. Mais l'express est hélas parti depuis 35 minutes.
Le gentleman commande alors un train spécial. Et quand il entre enfin en gare, toutes les horloges de Londres indiquent 9h moins 10. Phileas Fogg, après avoir accompli son voyage autour du monde, arrive avec un retard de 5 minutes. Ruiné, le gentleman rentre alors chez lui, sans un mot, et s'enferme dans sa chambre. Aouda et Passepartout sont très inquiets. Le lendemain, vers 7h30 du soir, Phileas Fogg demande à la jeune femme si elle peut le recevoir. Il lui dit posément: « Madame, me pardonnerez-vous de vous avoir emmené en Angleterre? Lorsque je vous ai proposé de vous conduire jusqu'ici, j'étais riche, et je comptais mettre une partie de ma fortune à votre disposition. Maintenant, je suis ruiné. Cependant, je vous demande la permission de disposer en votre faveur du peu qui me reste. » Très ému, Aouda répond d'une voix fragile: « Mais vous, monsieur Fogg, que deviendrez-vous? »« Moi, madame, je n'ai besoin de rien. Je n'ai ni parents, ni amis. » À ces mots, la jeune femme se lève, tend sa main au gentleman et déclare: « Voulez-vous à la fois d'une parente et d'une amie? Voulez-vous de moi pour votre femme? » Phileas Fogg se lève à son tour. Pour la première fois de sa vie, une lueur brille dans ses yeux. Puis il répond: « Je vous aime. Vous êtes ce qu'il y a de plus sacré au monde. Je suis tout à vous. » Il sonne alors pour appeler Passepartout et lui demande d'aller prévenir le révérend de la paroisse afin de préparer le mariage pour le lendemain, lundi. Passepartout, le visage rayonnant de bonheur, sort en courant. Quand on a appris l'arrestation du vrai voleur de la banque, le pari de Phileas Fogg a été à nouveau pris au sérieux et les messieurs du Reform Club s'inquiètent. Qu'est donc devenu leur partenaire de whist? Comme convenu, le samedi 21 décembre au soir, ils attendent dans le salon du Reform Club. Il est 8h25 et les discussions vont bon train. 8h40, la tension monte. L'exactitude de Phileas Fogg est légendaire. Va-t-il apparaître à la dernière minute? « 8h44. Le silence est total. Plus qu'une minute et le pari est gagné. À la 40e seconde, rien. À la 50e, rien encore. À la 57e, la porte du salon s'ouvre et Phileas Fogg annonce d'une voix posée: « Me voici, messieurs. » Oui, Phileas Fogg en personne. Souvenez-vous qu'à 8h05 du soir, Passepartout était sorti pour prévenir le révérend du mariage de son maître. Une demi-heure plus tard, il courait dans les rues de Londres et arrivait tout essoufflé dans la chambre du gentleman. « Mon maître, mariage impossible, demain !» Intrigué, Phileas Fogg l'avait alors interrogé. « Et pourquoi donc ?»« Mais parce que demain c'est dimanche. Vous vous êtes trompé d'un jour. Nous sommes arrivés 24 heures en avance. Mais il ne reste plus que 10 minutes. » Le gentleman avait alors sauté dans un cab et était arrivé juste à l'heure au Reform Club, gagnant ainsi son pari de 20 000 livres. Mais comment un homme si exact avait-il pu commettre une telle erreur? C'est très simple. Phileas Fogg se dirigeant vers l'est. Les jours diminuaient pour lui d'autant de fois 4 minutes qu'il franchissait de degrés. Or, la Terre est partagée en 360 degrés, et ces 360 degrés multipliés par 4 minutes donnent précisément 24 heures. Donc, en faisant le tour du monde de l'ouest vers l'est, Phileas Fogg avait gagné une journée.
Il était donc arrivé à Liverpool le 20 décembre à midi et non pas le 21 comme il le croyait. Ainsi, 48 heures plus tard, Phileas Fogg et Aouda se marient devant un passe-partout resplendissant. Mais le lendemain, à l'aube, le domestique cogne à la porte de son maître. Impassible, comme d'habitude, le gentleman lui demande « Qu'y a-t-il, passe-partout ?»« Je viens d'apprendre que nous pouvions faire le tour du monde en 78 jours seulement. »« Sans doute, mon garçon. En ne traversant pas l'Inde. Mais si je ne l'avais pas traversée, je n'aurais pas sauvé mademoiselle Aouda et elle ne serait pas ma femme. » Et sans autre commentaire, Phileas Fogg referme tranquillement sa porte.